Alors on va faire le bilan de cette première, de ce baptême du feu, en quelque sorte. 33e place pour la voiture numéro 94, partagée par Loïc Duval, Gustavo Meneses et James Rossiter. Et ensuite abandon pour la 94, pilotée par Jean-Éric Vergne, Michael Jensen et Paul Di Resta. Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement de ce baptême du feu? On est venu, puis on a trouvé quelque part ce qu'on était venu chercher. C'est-à-dire essentiellement, on était venu pour apprendre un petit peu l'opération de notre voiture dans le cadre d'un week-end de course, avec toutes les contraintes associées, hein, qui sont quand même très différentes de ce qu'on peut rencontrer en essai, d'un point de vue technique, avec notamment les roulages dans le trafic, dans le pack de voitures, ce que bien évidemment on n'a pas en essai, puis aussi sur le point de vue opérationnel. Donc avec notamment le cadre assez contraint au niveau horaire d'un week-end de course. Voilà. On en retient d'abord sur l'aspect je dirais, positif, c'est qu'on s'est quand même rassuré sur le niveau de performance de la voiture. Je pense qu'on a démontré que par instant la voiture était au niveau des meilleurs dans le cadre de la BOP, enfin la balance de performance telle qu'elle est définie actuellement. Donc ça c'est l'aspect positif. Et puis sur le reste, on y a appris qu'on était encore perfectible sur la partie opérationnelle et sur la partie fiabilité de la voiture. On n'avait pas beaucoup d'illusions à ce sujet et ça a confirmé un petit peu ce qu'on pensait. Voilà. Stéphane. Justement, sur la partie opérationnelle, qu'est-ce qu'il faut recréer comme habitude, je dirais, parce que Peugeot a une culture de l'endurance, mais il faut la retrouver aussi. Quels ont été les petits points à améliorer? Bon, principalement, il faut qu'on arrive, en fait, tout est un peu lié à la partie technique et la partie opérationnelle sont assez liées. Il faut qu'on arrive finalement à avoir une voiture qui soit plus facile à faire rouler dans le sens plus fiable, qui mobilise moins de charge pendant son opération, de façon à pouvoir se dégager du temps et de la concentration pour tout ce qui est vraiment la course, c'est-à-dire en gros la partie opérationnelle de la course, la stratégie, l'optimisation de la performance pendant la course. Aujourd'hui, nous, on a reconstruit une équipe d'endurance à partir de certaines personnes qui étaient expérimentées effectivement dans le domaine, mais qui n'ont jamais vraiment travaillé ensemble. Et cette espèce de cohésion de groupe et cette habitude de groupe à prendre ensemble, et dans le contexte d'un week-end de course, c'est quand même assez différent de ce qu'on a pu faire en essai. On roule en essai depuis maintenant 7 mois, donc c'est pas beaucoup, mais à la fin, quand même, on est maintenant assez optimisé pour ce genre d'exercice. Par contre, la course, pour nous, c'est tout nouveau. Alors j'imagine que vous avez énormément de data à éplucher. Pour un directeur technique, c'est sans doute le nerf de la guerre. Est-ce que vous avez déjà mis le doigt sur les différents problèmes qui ont immobilisé vos deux autos? À peu près, après, on va pousser l'analyse quand même pour être sûr de passer à côté de rien. Mais bien souvent, ce sont des problèmes qui ont tendance à s'enchaîner, parce que le premier problème appelant le deuxième et ainsi de suite. Mais donc l'essentiel, c'est de retrouver la cause racine, c'est-à-dire le premier problème de la chaîne qui lui a déclenché les autres. On a les idées déjà assez claires à 90%. On a déjà des correctifs qu'on va pouvoir appliquer assez rapidement, d'autres qui seront un petit peu plus longs à venir. Mais et puis on va surtout poursuivre l'analyse pour être sûr d'absolument rien manquer, de tirer le maximum des enseignements de ce qu'on a pu voir ce week-end. Alors, l'absence d'aileron arrière a fait jaser, beaucoup jaser. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une solution technique, une option technique qui est validée? Vous avez roulé à Monza déjà. Est-ce que quelque part pour vous, c'est rassurant, c'est le temple de la vitesse? Et comment est-ce que vous voyez la suite sur des circuits différents? Disons qu'aujourd'hui, pour être franc, dans l'ensemble des soucis qu'on a rencontrés ce week-end, c'est probablement la chose qui nous a le moins embêtés. Donc on va dire que c'est validé. Oui, après, on n'a pas roulé non plus sur toutes les pistes. On commence à avoir parcouru un certain nombre de pistes entre nos essais plus cette course à Monza. On n'avait jamais roulé à Monza, donc c'était une piste nouvelle pour nous qui vient se rajouter à l'ensemble des pistes qu'on a déjà pu utiliser depuis le début des roulages de la voiture au mois de décembre. Bon, on peut pas dire qu'on a encore absolument tout cerné, mais on commence à avoir une bonne base de données et oui, on n'a pas d'alerte particulière sur cette configuration aérodynamique, hein. Est-ce que vous arrivez, du coup, là maintenant, c'était la première fois que vous étiez en confrontation, est-ce que vous arrivez à voir exactement, finalement, où la voiture performe et où il va falloir essayer de la faire progresser? Bon, disons qu'on a une vue. Alors oui, j'irai dans le contexte de ce week-end. C'est-à-dire que le problème de ces catégories hypercars, c'est donc qu'il y a une balance de performance. Donc on a des voitures qui sont réglées en performance de façon générale par le règlement, quelque part, avec une balance qui évolue au fil de la saison. Dans le cas de cette balance de performance et en faisant l'hypothèse que tout le monde roulait au maximum de son potentiel, oui, on arrive à voir où on est effectivement un petit peu mieux et un petit peu moins bien que la concurrence. Voilà. Et donc, finalement, de dégager des pistes d'amélioration qui sont forcément, entre guillemets, assez évidentes pour nous, parce que effectivement, au début, le potentiel d'amélioration est important. Voilà. Donc, on en est encore à ce stade-là.
il y a déjà une symbiose qui est installée au sein de vos deux équipages. Vous parliez des impératifs d'exploitation, d'opérationnel, changer les setups, définir les stratégies. Est-ce que vous sentez que tout ça déjà se construit aussi au sein des équipages où il faut se comprendre, demander la même chose de la part de la voiture et savoir faire aussi des concessions par rapport aux coéquipiers? Oui, alors on a une symbiose déjà entre nos 6 pilotes et puis nos 6 pilotes et l'équipe technique parce que on les connaît, on a roulé avec eux, on a alterné les pilotes depuis 7 mois et ils travaillent eux ensemble aussi tous les 6 depuis 7 mois et puis eux avec nous. Et puis dans les équipages, effectivement, c'est intéressant parce on arrive à la fois pour l'instant à avoir des équipages qui sont quand même en symbiose tous les deux, sans avoir pour autant d'opposition et en ayant vraiment une mise en commun des données de ce qu'on apprend de façon à ce que les deux voitures nous servent réellement toutes les deux à progresser dans l'ensemble. Voilà, c'était un peu l'objectif et pour l'instant, on le tient. Là, c'était la grosse échéance, hein, l'entrée en lice de cette Peugeot 9X8. Vous irez à Fuji pour la prochaine épreuve. Vous faites la suite et la fin du championnat? Bien sûr, on va terminer le championnat donc, avec 2 voitures à Fuji, 2 voitures à Bahreïn ensuite. C'est ce qui était prévu. Maintenant, la question pour nous, c'est d'arriver à régler nos problèmes au fur et à mesure, et puis on en rencontrera probablement d'autres à Fuji. Et on est vraiment dans une logique en fait de progrès et de prise d'expérience pour préparer la saison 2023. C'était le sens pour nous de terminer ces trois courses de 2022. Et donc, on essaye de progresser. On a déjà des idées pour progresser pour Fuji. Et je suis certain qu'à Fuji, on trouvera d'autres idées pour Bahreïn. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais, mais c'est le principe. C'est surtout au début. C'est-à-dire que c'est ça, hein, c'est véritablement un développement continu, pardon, de la voiture et de l'équipe en même temps. Donc nous, on développe un peu les deux en même temps. Et à Bahreïn, vous pourrez peut-être vous mesurer déjà en situation réelle avec la Porsche, la nouvelle 963. D'un point de vue de regard de technicien, comment est-ce que vous avez jugé les définitions techniques adoptées par Porsche et par Ferrari qui sont radicalement différentes quand même, en tous les cas d'un point de vue visuel, par rapport à votre voiture? Alors, ils sont tous les deux dans 2 règlements qui sont différents. C'est-à-dire que Ferrari est sur le même règlement que nous, hein, sur un règlement LMH Hypercar, donc le Mans Hypercar 4 motrices hybrides. Et par contre, Porsche est sur un règlement LMDH, donc qui est un règlement différent, avec beaucoup plus de contraintes. Ferrari, on connaît très peu leur voiture, finalement, on l'a vu tout comme vous, quelques images dans la presse. De l'extérieur, il n'y a pas de commentaire particulier à faire. Le commentaire, moi je trouve plutôt sympathique, c'est encore un concept aéro qui est différent. Donc c'est un 3e concept aéro d'hypercar encore différent. Ça, je pense que c'est plutôt très bien. Globalement, la diversité dans cette catégorie, c'est quand même quelque chose qui est fortement souhaitable. Je pense pour les fans, pour l'ensemble du public, et puis ça rafraîchit un petit peu la catégorie. Donc nous, on avait essayé d'apporter un peu notre pierre. Et on est plutôt pour l'instant très content de voir qu'ils sont aussi sur un concept un peu novateur. Voilà. On a vu aussi la Cadillac, on a vu des images. On ne l'a pas vu rouler, on a vu des photos. L'ingénieur que vous êtes regarde ces photos comme le Quidam ou arrive à déceler quand même des principes pris par les différents constructeurs? Bon, alors on voit pas vraiment comme le Quidam, mais très franchement, c'est pas non plus au centre de nos préoccupations. C'est-à-dire que ces règlements, par principe, vont générer des voitures de formes différentes. Bon, il y a des choix qui peuvent être faits. C'est souvent très compliqué de comprendre l'intégralité du concept technique à partir de photos de l'extérieur de la voiture. Effectivement, nous, on sait à peu près, nous, on connaît la cohérence sur notre voiture entre ce qu'on a fait extérieurement, ce que vous voyez, ce qui est visible, et puis ce qu'on a fait mécaniquement sur la voiture. Tout ça, c'est un concept qui a sa cohérence. J'imagine que c'est la même chose chez nos concurrents. Et pour arriver à comprendre réellement la cohérence de ce qu'ils font, c'est beaucoup plus compliqué. Et il faut beaucoup plus d'informations que de simples photos des voitures, du moins de la carrosserie des voitures. On va vous poser juste une dernière question, Olivier Jansoni. Le programme, là, pour les prochains jours, les prochaines semaines, avant la prochaine épreuve, donc à Fuji, ça sera le 11 septembre. Ça va être quoi? Éplucher les datas? Ça va être dépouillé. Les datas sont déjà en bonne partie épluchées. On y était déjà hier soir. Ça se voit, vous avez des petits yeux. Ouais. On va passer. Non, mais l'idée, c'est de passer en revue absolument tout ce qu'on a vu, d'essayer de rien rater. Il faut surtout qu'on ne manque pas des informations, en fait, qu'on arrive à absolument tout capturer. C'est assez incroyable le volume d'informations qui circulent pendant le week-end de course, qu'il faut absolument réussir à poser, parce qu'elles ont tendance à disparaître dès que le week-end de course est fini, où tout le monde oublie un petit peu les détails. Et ces détails sont très importants pour nous, donc on va analyser un petit peu tout ça. Et puis très rapidement, il faut qu'on arrive à voir comment on règle nos problèmes et comment on progresse sur les points qu'on a notés, qui sont des points techniques, mais aussi des points opérationnels.
et le mettre en œuvre au plus tôt pour Fuji. Où en êtes-vous finalement au niveau du tableau de marche que vous vous étiez défini? Et est-ce que l'objectif, c'est la victoire aux 24 heures du Mans pour l'édition du centenaire en 2023? Bien sûr, c'est l'objectif. On ne sera pas les seuls sur cet objectif-là, mais bien sûr, c'est l'objectif. Et en fait, le tableau de marche, un petit peu, il est calculé en fonction de ça. Notre idée, c'était que ça serait très compliqué de prétendre à la victoire au Mans 2023 en commençant 2 courses avant. D'où l'intérêt pour nous de faire ces 3 courses en fin 2022. C'était notre planning, on s'est tenu jusqu'à présent. Je pense qu'on est à peu près sur le planning. Aujourd'hui, on est rassuré sur la performance, ce qui est important parce que dans ces catégories à homologation, arriver avec une voiture qui est en dessous du niveau de performance, c'est très compliqué de revenir après derrière. Donc on s'est rassuré par rapport à ça. On est où on devrait être, je pense, en termes de performance. Et maintenant, on a besoin d'améliorer tout le reste, de façon à pouvoir faire des courses qui soient la plus entre guillemets tranquille possible. On puisse utiliser la voiture au maximum de sa performance pendant toute la course, qui clairement n'est pas notre cas aujourd'hui. Merci beaucoup, Olivier Jansoni, d'avoir pris quelques minutes, je pense, dans cette période qui est vraiment ultra importante pour vous, mais c'était vraiment important de vous avoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation.